L'arbre à palabre. L'arbre à palabre. Jeunes de Côte d'Ivoire, votre émission de débat constructif parce qu'il vaut mieux débattre que de se battre. L'arbre à palabre, une production du Studio Mosaïque, réalisée avec l'appui de Deutsche Welle Academy, financée par la coopération allemande. Bonjour et bienvenue, merci de nous rejoindre dans votre émission L'arbre à palabre, émission qui reçoit aujourd'hui un jeune leader d'opinion en Côte d'Ivoire. Il est membre du secrétariat général chargé du recrutement des jeunes au Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, l'un des derniers nés des partis politiques de Côte d'Ivoire, et il dirige la jeunesse de ce parti. Monsieur Touré Dubois est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, avec Abraham Diantea, Jennifer Oulier, mes confrères et moi-même allons parler avec M. Touré Dubois de l'éducation et de la formation, du chômage des jeunes, de l'immigration clandestine et bien entendu de la réconciliation et de la paix. Alors, M. Touré Dubois, depuis les 17 et 18 septembre 2019, le COJEP est devenu un parti politique aujourd'hui. Donc, même si à écouter votre mentor, vous n'êtes pas encore déclaré candidat pour 2020, vous aujourd'hui, vous pouvez, sinon vous cherchez amplement le pouvoir d'État. Depuis les années 90, l'école ivoirienne ne cesse de dégringoler. Aujourd'hui, le nombre de jeunes sans formation et sans emploi est évalué en 2008 à plus de 4 millions. Aujourd'hui, je dirais probablement plus aujourd'hui, parce que ça, c'est les chiffres de 2008. Alors, qu'est-ce que vous avez, le COJEP ou la jeunesse du COJEP, à proposer pour améliorer l'éducation en Côte d'Ivoire? Merci, M. Niaouré. Je voudrais préciser que le congrès du COJEP a eu lieu les 17 et 18 août passés. 17 et 18 voilà, août. Oui, c'était pas septembre, voilà. Août. Merci. Voilà. Effectivement, nous sommes un parti politique, comme vous venez de le dire. Nous sommes le dernier né sur la scène politique ivoirienne. Mais nous existons il y a longtemps. Voilà, en tant que citoyens, en tant qu'acteurs politiques, il y a longtemps, nous sommes sur le terrain politique. Et on ne crée pas un parti politique juste pour créer un parti politique. Quand on crée un parti politique, c'est qu'on a une vision. Et cette vision, c'est de construire un état de droit, c'est de construire une démocratie, mais c'est de travailler, c'est d'œuvrer au bonheur des populations. Alors, on va retenir construire. Donc, comment le COJEP construit l'éducation et la formation des jeunes? Et vous savez que pour construire une nation, il faut une jeunesse qui est bien formée, bien éduquée, une jeunesse disciplinée pour construire une nation forte. Et nous avons un projet pour l'éducation ivoirienne. Mais avant, pour nous, il est important de faire une situation de référence. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut partir de l'origine même de l'école ivoirienne. Vous voyez, à l'origine... Et si on peut y aller rapidement? Oui, à l'origine, notre école a été créée dans un système colonial pour former des personnes juste pour servir, voilà, servir les colons. Et nous sommes restés dans ce système-là jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est pourquoi dans sa politique, le président Félix Houphouët-Boigny envoyait des Ivoiriens à l'étranger pour aller apprendre. Aujourd'hui, ce système, j'allais dire du passé et ce système dépassé n'est plus adapté aux réalités de notre monde nouveau. Nous sommes dans un monde concurrentiel. Nous sommes dans un monde où on parle d'intelligence artificielle. Nous sommes dans un monde du digital. Et ce monde est très concurrentiel. Il nous faut donc une éducation de qualité. Mais pour arriver à cette éducation de qualité, nous, au COJEP, nous proposons les états généraux de l'école ivoirienne. Parce que nous estimons qu'on ne peut pas former des citoyens uniquement que pour servir. Il faut former des citoyens qui vont produire. Vous voyez, aujourd'hui, les guerres que les grandes nations se mènent ne sont plus des guerres directes, mais ce sont des guerres commerciales. Aujourd'hui, si vous n'avez pas compris ça, vous serez absorbé. Quand vous partez aux États-Unis ou partez en France, il y a des universités où on apprend l'espionnage économique. Parce qu'aujourd'hui, on parle de guerre économique. Elle est plus dangereuse que la guerre avec le fusil. Or, si vous n'avez pas une école de qualité, comment vous pouvez faire face à cette guerre économique? Donc, pour nous, il nous faut revoir notre système. Pour revoir notre système, il faut d'abord qu'on s'asseye. Qu'est-ce qu'il faut y enlever et qu'est-ce qu'il faut y mettre? Non, tout le système est à revoir. Tout le système est à revoir. Nous sommes une nation forte qui regorge de beaucoup de ressources. Et nous voulons utiliser ces ressources-là
pour bâtir un État grand et un État prospère. Mais pour cela, on doit compter sur la main-d'œuvre locale, l'expertise des populations ivoiriennes. Mais pour ce faire, notre école ne peut pas nous donner cette expertise. Voilà, donc il faut réformer le système éducatif. Il faut réformer le système éducatif. On produit aujourd'hui, mais on ne transforme pas. Or, pour transformer, il nous faut des ingénieurs qui sont bien formés, des techniciens qui sont bien formés. Or, le système en son état actuel ne peut pas nous... Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ces techniciens, ces ingénieurs? C'est pourquoi nous parlons des états généraux de l'école ivoirienne. Pour voir comment on veut orienter notre politique. Pour transformer, il nous faut aujourd'hui... Pour que tous les Ivoiriens y prennent pas, proposent des solutions, n'est-ce pas? Oui, proposent des solutions, mais nous proposons déjà, que on quitte dans notre système éducatif, il y a, si vous voulez, il y a 80% de théorie. La pratique est peut-être, il y a 90% de théorie. Mais un tel système éducatif là n'est pas performant. Si vous comprenez. Vous parliez tout à l'heure des circonstances dans lesquelles l'école ivoirienne a été créée et du but, c'est-à-dire servir le colon. Le colon, c'est la France. Et on peut dire donc que notre système éducatif copie sur le système éducatif français. Mais eux, ils sont performants. Comment se fait-il que nous ne le sommes pas? Est-ce que notre système qui copie sur le système est plus théorique que le système? Vous dites que les Français sont performants. Mais quand nous regardons dans le monde, les entreprises les plus compétitives ne sont pas les entreprises françaises. Si les Français étaient performants, ils ne seraient pas venus en Afrique pour s'accaparer nos ressources. Les Français n'aiment pas la concurrence. Oui, on nous a mis dans un vieux système français où tu es considéré quand tu as un doctorat. On dit les docteurs en temps, mais à la réalité, tu ne peux rien faire. C'est dans ce système que nous sommes. Or, quand vous regardez à contrario le système américain ou le système anglophone, c'est qu'est-ce que tu sais faire. Et c'est dans ce système-là que nous pensons être bon pour nos populations. Aujourd'hui, regardez autour de nous au Ghana. Il y a de l'innovation. Les Ghanéens créent. Parce que le système éducatif est différent du nôtre. Regardez autour de nous au Nigeria. Aujourd'hui, des multinationales, sont en train de naître au Nigeria, mais qui ne sont pas dirigées par des étrangers, mais par des Nigériens. Mais aujourd'hui, dans les pays, regardez les pays francophones, nous sommes en retard sur les pays anglophones qui sont autour de nous. Donc, mais la base, c'est notre système éducatif. Donc, pour résumer, le COGEP propose les états généraux de l'éducation nationale. Oui, les états généraux de l'éducation nationale. Pour améliorer l'éducation et la formation des jeunes. Voilà. Nous allons aborder la question de la précarité et du chômage des jeunes. Quelle solution pour sortir les jeunes de la précarité et du chômage? On en parle avec mon confrère Abraham Diantea. Voilà, nous avons ici aussi appris en janvier 2019, selon un rapport du Centre de recherche microéconomique du développement, que le taux de chômage en moyenne des jeunes au sens large, c'est-à-dire de 15 à 35 ans, est de 9,6% contre 12,2% pour les diplômés du secondaire et 17,1% pour les diplômés du supérieur. Face à ce constat, quelle politique du COGEP pour réduire ou encore, je dirais, éradiquer le chômage en Côte d'Ivoire? Et j'étais en train de dire que la base, c'est l'éducation, c'est la formation. Vous savez, le système dans lequel nous sommes là, je reviens pour dire que c'est un système pour servir. La plupart des jeunes qui sortent de nos universités, qui sortent des écoles, ont envie d'aller passer des concours de fonction publique. C'est-à-dire que la fonction publique est le plus grand pourvoyeur d'emploi dans les pays francophones. Ce qui est différent des pays anglophones. Oui, aux États-Unis aujourd'hui, un entrepreneur, il s'en fout même de la politique. Il s'en fout même, à la rigueur même qui est président, il s'en fout. Il est préoccupé à son entreprise. Mais pour arriver à ce niveau, il nous faut l'entrepreneuriat. Mais pour nous mettre, c'est-à-dire que des jeunes qui sortent des universités, qui sortent des écoles de formation, peuvent se mettre ensemble pour créer des entreprises. Mais pour ce faire-là, il faut d'abord une bonne formation, une motivation. Parce que bien que tu as l'envie de créer une entreprise, si tu n'as pas la formation qu'il faut, tu vas commencer et tu vas redescendre. Donc pour ce faire-là, il nous faut, je reprends à dire,
il nous faut revoir notre système éducatif. C'est la base. C'est la base. Parce que d'abord, l'individu ne sait pas que pour entreprendre, il faut d'abord faire ce qui te passionne. Vous êtes journaliste, peut-être que votre formation vous a pris du temps, mais si vous n'étiez pas passionné, vous serez peut-être découragé, vous allez abandonner. Mais c'est la passion qui fait que vous continuez. Nous sommes des acteurs politiques. Souvent, on est intimidé, souvent, on est menacé. Souvent, mais les gens te posent la question, mais tu gagnes quoi même dans ce que tu fais? Tu n'as pas peur des risques. Mais la passion fait que tu t'en fous des risques qu'il y a dedans. Et c'est pourquoi Thomas Green disait, si tu ne fais pas ce que tu aimes, à un moment donné, tu vas abandonner. Parce qu'il faut un certain nombre de temps pour assimiler et pour maîtriser ce qu'on fait. D'accord, mais ce système éducatif ivoirien que vous décriez aujourd'hui, à ce que je sache, de par votre président Blé Goudé, par exemple, qui était dans le gouvernement Laurent Gbagbo dans le temps, je me dis, mais comment comprendre que la tête elle-même a été dans ce système-là et aujourd'hui, on se retrouve produit là, de ce système. Justement, on se retrouve à décrire un peu ce système-là. Qu'est-ce qui n'a pas marché ou bien qu'est-ce qu'on devrait véritablement faire si nous-mêmes on a été déjà aux commandes, finalement? D'accord. Vous convenez avec moi que pour réformer un système, c'est toute une politique, c'est toute une procédure. Lorsque quelqu'un a été dans un gouvernement, dans une situation de crise pendant 3 mois, est-ce que vous pensez qu'il y a eu le temps nécessaire pour dérouler son programme, son idée et sa vision? Et il n'était pas ministre de l'Éducation nationale, il était ministre de la Jeunesse et de l'Emploi. Pendant 3 mois... Là, on parle du chômage. Voilà, pendant 3 mois, dans une situation de crise, vous voyez que c'est difficile. Parce que d'abord, nous sommes dans une situation de crise. Et puis, son passage dans ce gouvernement n'a duré que 3 mois. Mais là, je vais vous mettre à l'aise pour dire que même là encore, au bout de ces 3 mois, le ministre Blé Goudé et les membres de son cabinet avaient déjà réfléchi sur un certain nombre de projets innovateurs. Par exemple, dans le secteur du transport, le ministre Blé Goudé et son cabinet étaient en train de voir avec une entreprise chinoise pour permettre aux Ivoiriens, aux jeunes Ivoiriens qui espéraient ou qui voulaient rentrer dans le transport, d'avoir un véhicule sans apport initial. Chacun avait son véhicule, on t'encadrait pour faire ton permis de conduire, on te donnait un véhicule sans apport initial et au fur et à mesure que tu roulais, tu remboursais. Et il allait avoir ces mêmes entreprises allaient être implantées en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire pour vendre les pièces de rechange. Des stations allaient être faites par ces entreprises. C'est-à-dire que l'entreprise te fournit le véhicule, l'entreprise vend les pièces de rechange, donc on recrute d'autres Ivoiriens pour vendre les pièces de rechange. Et donc, il avait dit qu'il y avait un certain nombre de... Ça, c'est sur le transport. Ça veut dire qu'on ne s'arrête pas seulement sur le transport. Dans plusieurs domaines, il y avait déjà des réflexions. Et pour vous mettre à l'aise, quand après 3 mois, il y a eu la crise ivoirienne et qu'on a laissé. C'est ce projet-là que les gens ont trouvé dans le ministère qu'ils ont pris pour créer Taxi Ivoire. Mais comme ils n'ont pas conçu, ils n'ont pas su mettre en place. Vous voyez, Taxi Ivoire n'a pas pris. Pourquoi? Parce que c'était cher. C'est pas comme ça que le projet avait été conçu à l'initiative. Okay. Voilà. Nous allons aborder aussi, on vous comprend, vous avez parlé un peu de qualité, de l'éducation, du système éducatif. Et à ce niveau-là, toujours selon le même rapport du Centre de recherche de microfinance et de développement, on sait aussi par exemple qu'il y a un problème d'inadéquation compétences-emploi. Et toujours selon ce rapport, le Centre nous fait comprendre qu'il y a seulement 24% des jeunes Ivoiriens diplômés qui sont en situation d'adéquation, de travail ou encore d'emploi, et plus de 75% qui sont en situation d'inadéquation. Voilà, quelle solution face à ce problème d'employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire? Pour ajouter quelque chose, en fait, vous parlez de réforme du système éducatif qui forme ceux qui doivent travailler. Mais là, la question, les jeunes qui sont actuellement là, ils ne peuvent pas repartir à l'école. Qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui sont au chômage? Non, mais vous savez que il faut forcer. On ne peut pas les ramener à l'école, mais on peut au moins leur donner les armes. On peut leur donner les armes par une formation. C'est-à-dire qu'il faut d'abord recenser ces jeunes. Je prends un exemple simple. Vous avez un jeune qui a eu son BTS depuis 2000, qui n'a jamais eu de stage, qui n'a jamais exercé quelque part. Nous sommes en 2019. Ça nous fait combien d'années? Ça fait 19 ans. 19 ans. Il n'a jamais travaillé quelque part. Lui, vous le prenez pour l'envoyer dans une entreprise, il ne sera pas compétent. Il a le BTS, mais il ne sera pas compétent. Donc, il faut une formation. Il faut une formation, pas le ramener à l'école, mais on peut faire les formations de mise à niveau et de mise à jour.
Et tout à l'heure, vous avez dit dans le rapport que vous venez de donner qu'il y a une inadéquation entre la formation et l'emploi. Mais c'est de ça que je parlais quand il dit qu'il faut réformer l'école ivoirienne. Mais moi, je pense que ce n'est pas aller chercher un emploi aujourd'hui. C'est pas ce qui est important aujourd'hui, c'est pas aller chercher un emploi, mais c'est de former la jeunesse qui est déjà là, qui n'a pas d'emploi là. C'est de leur donner des armes pour l'entrepreneuriat. Ce qui peut nous sauver aujourd'hui en Afrique là, c'est l'entrepreneuriat. Qu'on se mette ensemble à 3, à 4, à 5 pour créer une entreprise et puis donner aussi à d'autres personnes de venir bénéficier de notre expérience. Moi, j'ai réussi à avoir mon premier emploi par des jeunes étudiants qui sont sortis de l'université de Bouaké, qui ont créé leur entreprise et qui avaient besoin d'un informaticien. En tant qu'informaticien, ils m'ont intégré. Et j'ai travaillé. Mais c'est parce qu'ils se sont mis ensemble à 4 pour créer une entreprise que moi j'ai réussi à travailler. On vous aura saisi. Voilà. Donc, pour résoudre le problème de la précarité, du chômage et des jeunes, il faut réformer non seulement le système éducatif, mais il faut donner une autre formation aux jeunes qui sont déjà là. On va aborder une autre plaie qui mine la jeunesse ivoirienne, c'est l'immigration clandestine. Avec tout ce qui se dit, avec toutes les campagnes, les gens continuent de partir et les statistiques officielles nous donnent de voir que la Côte d'Ivoire, ces dernières années, est en tête de ce phénomène. Voilà, donc l'immigration clandestine, on va en parler avec Jennifer Oulier. Merci bien, M. Dubois. Alors, l'immigration clandestine, moi j'ai envie de faire un lien avec le chômage et la précarité des jeunes. Est-ce que justement, ce ne sont pas des arguments pour les jeunes qui adhèrent à cette forme de déplacement? Oui. Il y a d'abord le chômage. Oui. Il y a la précarité au niveau de l'emploi, comme vous venez de le dire. Mais vous voyez, avant, les Ivoiriens ne sortaient pas. Les Ivoiriens étaient fiers, ils ne sortaient pas. Mais pourquoi aujourd'hui l'Ivoirien sort? Quand au nom d'une politique d'assainissement, on casse les petits emplois, le gars il a mis des années à économiser pour bâtir son emploi, son activité. On vient, on casse. Il n'y a pas une politique, il n'y a pas une situation alternative. C'est-à-dire qu'on ne l'aide pas d'abord. Il n'y a pas un processus, on ne le suit pas pour dire, bon, on va t'enlever ici, mais voici où on te propose, avec des mesures d'accompagnement. On vient un matin, on commence à casser ces petites entreprises. Les gens sont dessus. Non, ils n'ont pas d'autres solutions. Ils se disent, bon, si le pays dans lequel je suis, le système de ce pays ne me protège pas, ne m'aide pas, moi qui essaie de faire quelque chose ne m'aide pas, alors je vais aller quelque part d'autre où le système peut m'offrir au moins comment on appelle ça, cette politique sociale, où le système donc, peut tenir compte de moi. Donc, une raison pour adhérer à l'immigration clandestine. C'est l'une des raisons. C'est l'une des raisons. J'ai dit que quand le système ne vous donne pas des garanties de sécurité, quand le système ne vous considère pas, quand vous n'avez plus confiance en votre système, vous êtes obligé d'aller chercher la confiance dans un autre système, ou bien d'aller chercher sur un autre territoire, vous êtes obligé du moins d'aller sur un autre territoire, là où on peut tenir compte de vous. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que nous sommes en Afrique comme des manœuvres dans le champ de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes en Afrique comme des manœuvres. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que quand vous prenez des manœuvres, j'ai par exemple mon champ de bananes, et j'ai par exemple 18 hectares de champs de bananes, mes manœuvres sont là-bas, ils sont en train de travailler. Le jour de la récolte, je viens prendre, je leur donne ce que je dois leur donner, puis je prends tout pour partir. Donc ils sont là pour surveiller. Mais un jour, le manœuvre va vouloir aller avec moi où je vais avec cet argent-là, pour voir comment je vis là-bas. Donc nous sommes ici, et les gens constatent que tout ce que nous faisons, le bénéfice, ça c'est quoi? Ce sont les grandes puissances qui viennent prendre et ils vont chez eux. Les populations sont à l'aise pendant que nous souffrons ici. Alors que c'est nous qui avons ces ressources. Donc les gens se disent, bon, nous aussi, donc on va aller là-bas pour profiter du système. Puisque c'est notre argent qui alimente le système. Votre réponse me permet d'aborder la question du franc CFA. Vous parlez d'être des manœuvres dans le champ de quelqu'un, de ne pas avoir confiance en notre système et également que les grandes puissances pillent les ressources locales. Alors justement, il y a beaucoup de jeunes qui pensent que le franc CFA est dévalué par rapport au dollar et à l'euro. Donc c'est l'une des raisons qui pourrait aussi envoyer ces personnes-là justement en Europe ou aux États-Unis pour pouvoir rentabiliser leur effort. Quelle est votre opinion sur la question? La monnaie valorisée. Oui, mais effectivement, c'est juste. Ce que vous dites, c'est juste. Si quelque part, je peux être chauffeur de taxi, et puis si j'économise, par exemple, 100 000 par mois, ou bien si j'ai 30 euros, ou bien j'ai 50 euros, si j'ai 50 euros, j'ai 100 euros, arrivé en Côte d'Ivoire, ça augmente. Donc, je me dis que ici, où par exemple, j'avais un emploi, et puis peut-être mon bénéfice, par exemple, mensuel, ou peut-être mon bénéfice journalier était peut-être de 10 000 francs, mon bénéfice journalier de 10 000 francs, donc mon bénéfice mensuel peut-être de 300 000 francs. Mais si je vais en Europe,
ou bien si je vais dans un autre pays où je peux me sentir à l'aise, je suis en train de travailler, étant donné que la monnaie est plus forte que notre monnaie, c'est-à-dire que ce que j'ai ici, là, je peux avoir soit le double ou le triple. Donc, ça le pousse à partir. Voilà, mais à l'origine, je vais dire c'est d'abord l'insécurité qui pousse les gens. Juste sur la question d'insécurité, voilà, d'autres personnes disent que c'est beaucoup lié à l'instabilité politique. Votre opinion? Oui, mais l'instabilité est une cause d'insécurité. L'instabilité politique est une cause d'insécurité. Voilà. Même un investisseur, quand il doit venir dans un pays, il tient compte d'un certain nombre de facteurs. Est-ce que s'il y a un problème, la justice, elle est suffisamment indépendante pour garantir mes droits et mes intérêts? Quand je vais investir dans un tel pays, est-ce que si j'investis dans ce pays, au bout de 2-3 ans, il n'y aura pas de crise encore pour que je fasse mon entreprise ou même pour que je sois pillé? Donc, il y a tous ces facteurs-là qu'un investisseur regarde avant d'aller investir dans un pays. On ne se lève pas comme ça pour aller investir dans un pays. Mais nous sommes des États fragiles et nos États-là ne sont pas encore stables. Nous sommes en train de travailler à la stabilité. Mais souvent, on a l'impression aussi que nos gouvernants veulent cette situation d'instabilité-là. Parce que certainement, ça leur profite. Souvent, on a l'impression qu'ils veulent cette situation d'instabilité. Parce qu'il y a des démarches pour aller à la stabilité. Mais souvent, on refuse et puis on veut rester dans la situation de ni paix ni guerre parce que ça profite à une certaine catégorie de personnes. En tant que président de la jeunesse du COJEP, qu'est-ce que le COJEP donc prévoit pour le capital jeunesse, pour les retenir dans leur pays? D'abord, le COJEP est un parti jeune et le COJEP est un parti de jeunes. Donc, le COJEP est dans la population et comprend les besoins de la population. Et donc, le COJEP, dans un premier temps, est en train d'œuvrer pour qu'il ait la stabilité en Côte d'Ivoire. Cette stabilité passe par quoi? Par une vraie réconciliation, une réconciliation sincère, la cohésion sociale. Ensuite, quand il y a la réconciliation, quand il y a la cohésion sociale, quand on peut se parler sans arrière-pensée, on peut s'asseoir à une même table pour parler des problèmes de la Côte d'Ivoire, c'est déjà un bon début pour aller à une certaine stabilité. Parce que l'instabilité est installée parce qu'on a peur de se parler. On a peur de s'asseoir à une même table pour se parler. Mais concrètement, relativement à l'immigration irrégulière, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter cela? Mais s'il y a une stabilité dans le pays, si déjà ce que nous avons comme ressources, on arrive à transformer sur notre territoire, ça va créer de l'emploi. Si déjà les gens qui travaillent dans ces entreprises-là sont bien rémunérés, parce qu'il ne suffit pas de créer un emploi pour créer. Si vous créez, vous pouvez dire par exemple, j'ai créé par exemple 10 000 emplois. Mais quand le gars, vous recrutez un étudiant, ou vous recrutez par exemple quelqu'un qui aspire à un emploi, vous le recrutez dans votre entreprise, il est payé à 70 000 francs, ou bien il est payé à 100 000 francs. Alors qu'à Abidjan aujourd'hui, pour avoir une bonne maison, il faut au moins débourser 100 000 francs. C'est que vous n'avez rien fait. Donc c'est un ensemble de procédures, c'est un ensemble de mesures qu'il faut étudier. Parce qu'il faut qu'il y ait une politique au niveau même des logements. Il faut qu'il y ait une politique au niveau des logements. Il faut qu'on étudie, comment on appelle ça, il faut qu'on étudie la situation économique de notre pays et puis on essaie de mettre en place une politique pour permettre à chacun d'avoir d'abord un logement décent. Parce que si vous me payez à 150 000, je dois louer maison à 100 000. C'est très bien compris. Je vais vous laisser avec M. Niamri. Avec lui, vous allez aborder la question de la stabilité, de la cohésion, de la véritable paix. Voilà, vous avez, si on doit retenir sur la question de l'immigration, il faut créer la stabilité à tous les niveaux, politiques, économiques et social, pour pouvoir éviter cela. Maintenant, 2020, nous sommes à exactement 18 jours de 2020. Une année dont la simple évocation fait peur aux Ivoiriens et particulièrement aux jeunes. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour la paix et la réconciliation, pour rassurer les Ivoiriens? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Je pense qu'une élection ne devait pas faire peur aux populations. Bien au contraire, une élection devait être comme un match de football. Voilà, quand on dit ASEC Africa, bientôt même il y a le match ASEC Africa. Quand vous regardez sur les réseaux sociaux, on se taquine. Voilà, ASEC Africa. Donc, une élection, ça devait être comme ça. Parce qu'on n'est pas des ennemis, nous sommes des adversaires. Moi, je pense qu'une entreprise vient me solliciter. Une entreprise vient me solliciter pour établir le réseau informatique dans ses locaux. Moi, en tant qu'informaticien, quand je regarde les bâtiments, je dis qu'il faut un réseau câblé. Un autre informaticien vient, il dit, quand je regarde les bâtiments, on ne peut pas faire des réseaux câblés parce qu'on va voir le câble passer. Ça ne sera pas intéressant. Quand je regarde vos locaux, je pense qu'il faut le réseau Wi-Fi. Vous voyez un peu. Donc, chacun fait sa proposition et puis il dépose. C'est au directeur d'apprécier. C'est un peu comme la politique. C'est l'émanation de l'ensemble des contradictions qui existent à l'état latent au sein d'une société. Donc, la contradiction est mère du développement, engendre le développement.
Vous ne pouvez pas avoir le développement dans une idée unique. Il faut la contradiction. Une uniformité des pensées. Voilà, il faut la contradiction. Donc pour nous, c'est comme ça. Chacun vient proposer, et le directeur d'entreprise ici, c'est la population. Donc chacun vient, il propose son contrat social. Il dit, voici comment je vais transformer le pays. Voici ce que je vais faire. Voici les ressources dont je dispose pour pouvoir atteindre mon objectif. Voici ma politique pour mettre en œuvre cet objectif. Donc pour cela, on ne devrait pas normalement avoir peur. Mais le fait est qu'on a peur. Ça devait être un temps de joie, voilà, un temps où on vient. Mais pourquoi aujourd'hui on a peur? Parce qu'en Afrique, une fois que les gens sont au pouvoir, ils ne veulent plus laisser le pouvoir. En Afrique, on assiste à des systèmes de tripatouillage, de constitution. En Afrique, on assiste à des systèmes bidons qui n'existent nulle part où on parle de... Mais la révision de la Constitution est une prévision constitutionnelle. C'est la Constitution qui le prévoit. Oui, mais quand la Constitution le prévoit, c'est pour un but précis. La Constitution ne prévoit pas pour que quelqu'un vienne changer pour se maintenir au pouvoir. Dans ce contexte, ce n'est pas bon. Généralement, ce à quoi nous observons, et nous assistons du moins, c'est que des gens viennent pour changer la Constitution, rien que pour se mettre. Parce que quand on change la Constitution, là, il n'y a pas de grandes modifications, il n'y a pas de grands amendements. Est-ce que vous êtes en train d'estimer que c'est pour cela que les gens ont peur de Je vais dire qu'il y a plusieurs facteurs qui font que les gens ont peur. L'un des facteurs, c'est que quand des personnes sont au pouvoir, une fois qu'ils sont au terme de leur mandat, parce que quand ils viennent, ils oublient que c'est 2 mandats. Donc, ils promettent moins et merveilles, ils n'arrivent pas à faire. Et puis, au regard de leur gestion, ils ne veulent pas laisser le pouvoir. Sinon, quand tu sais que tu as bien travaillé et que ton travail, là, la population a aimé, mais quitter même là, c'est un honneur d'avoir servi l'État. On comprend cela, mais aujourd'hui, les Ivoiriens et surtout les jeunes ont besoin d'être rassurés. Qu'est-ce que le COJEP propose pour que les jeunes aient le cœur net? Ce que nous devons faire pour rassurer la jeunesse, c'est d'abord que tous les acteurs politiques que nous sommes, nous devons nous asseoir à une même table pour discuter de comment on fait ces élections sans palabre, sans histoire. Et cela passe par la réforme, par une réforme consensuelle de l'institution en charge de conduire les élections ou le processus électoral. Vous parlez de la CEI? De la CEI. Déjà, il n'y a pas déjà d'accord au niveau de la CEI. L'opposition est contre cette CEI. Alors que le pouvoir en place dit on ne fait plus de marche arrière. Mais quand vous avez une CEI où le pouvoir a son représentant, le ministre a son représentant, des institutions qu'on a choisies ont leurs représentants, on choisit, comment on appelle ça, 2 partis, les partis qu'on a choisis, qui sont proches du RHDP, 2 partis qui ont leurs représentants. Donc, Henriette Lagou, qui est membre même de la CEI, qui est proche du RHDP, qui a son représentant. Le RHDP a son représentant. Et quand vous voyez tout ce système, ça fait qu'on va déjà dans une commission où le parti au pouvoir a la majorité. Donc ça, c'est un problème. Or, pour nous, au COJEP, nous estimons qu'on peut avoir une CEI qui est départie des partis politiques, où les partis politiques sont simplement des observateurs. Mais, Monsieur Dubois, à ce qu'on sache, Henriette Lagou est représentée à la CEI comme, je dirais, représentante de l'opposition. C'est ce qu'on sait. Henriette Lagou est proche du RHDP. Elle est proche du RHDP. Est-ce que vous êtes en train de dire que l'opposition ne la reconnaît pas comme sa représentante? L'opposition n'a pas besoin de reconnaître quelqu'un. Nous disons les faits. Nous parlons des faits. Nous disons que ceux qui sont, les partis politiques qui sont dans la CEI, sont des partis choisis par le RHDP. Vous savez qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, donc ce n'est pas l'opposition qui l'a proposé. Voilà, le pouvoir en place. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le pouvoir en place choisit son opposition. Ou bien faudrait-il qu'elle soit, par exemple, du COJEP? Vous savez qu'il y a eu une discussion entre le parti au pouvoir et l'opposition sur la CEI. L'opposition a demandé les thèmes de référence. On ne parlait même pas de la constitution de la CEI. On voulait d'abord les thèmes de référence pour aller discuter d'abord de cette CEI. On ne parlait même pas de la constitution. Le pouvoir n'a pas envoyé les thèmes de référence. Ils sont allés directement à la constitution de la CEI. Voilà d'où est parti le blocage. Avant d'aller faire un débat, il faut d'abord les thèmes de référence. Sur quoi on discute? Donc, il n'y a pas eu ces thèmes de référence et directement, on va à la constitution de la CEI. Donc, à partir de ce moment-là, l'opposition s'est mise à l'écart. Comme vous voulez faire, allez-y. Et cette CEI, elle n'est même pas conforme à l'arrêt de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme, qui a demandé une CEI qui soit consensuelle. Mais cette Cour a récemment rejeté la demande du PDCI, je crois, de revoir la CEI.
Non, la Cour n'a pas rejeté. Un individu a rejeté. Et Voilà. c'est qui cet individu? Voilà, un individu a rejeté. C'est différent de la Cour. Voilà. La position du PDCI n'est pas... Je ne connais pas la position du PDCI. Mais la position... qui est donc cet individu? Je parle de la position de l'ensemble de l'opposition. L'ensemble de l'opposition. Ce n'est pas seulement le PDCI qui est à l'opposition. Le COJEP à l'opposition. Plusieurs autres partis sont à l'opposition. Et aujourd'hui, il y a 2 plateformes qui doivent avoir un meeting bientôt. Il y a EDS et puis il y a CDRP. Il y a une coalition de l'opposition. Donc il y a 2 coalitions de l'opposition. Et puis il y a d'autres partis qui ne sont pas dans les coalitions, mais qui sont en train de certainement s'apprêter à rentrer dans les coalitions. Mais tous ces partis politiques estiment que cette seuil qui est là, elle ne peut pas nous conduire à une élection crédible. Et vous savez que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est pourquoi quand nous regardons la météo politique, nous disons qu'elle annonce des intempéries. Or, il n'est pas encore tard pour régler ce problème. On peut s'asseoir aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous presse? Entre la vie d'une nation et une élection. Entre la vie d'une nation et une élection, qu'est-ce qui presse? Qu'est-ce qui est important? Mais souvent, de la vie de la nation découle, des élections, découle de la vie de la nation. Oui, mais la vie de la nation est plus importante qu'une élection. Oui. C'est pour cette raison qu'on ne va pas être pressé pour organiser les... Or, qu'est-ce que nous presse? Et puis on est chaud pour gagner. On ne peut pas s'asseoir pour discuter. Est-ce que vous êtes en train de dire que si le président Alassane décidait que les élections de 2020, d'octobre 2020 doivent se passer en 2021, vous allez accepter? Il faut d'abord qu'on s'asseye. Parce que si on n'est pas pressé, si vous dites... Oui, mais ce que nous souhaitons, c'est que il est encore temps. Nous sommes en 2019. On n'est pas encore en 2020. On peut s'asseoir, appeler tous les acteurs de la politique ivoirienne autour d'une même table. Et puis nous parlons de comment nous voulons que les élections se passent. Dès lors où nous sommes d'accord, où tous les partis ont signé et qu'on va, la population est témoin, que tous les partis ont adhéré. Et donc chacun a le droit de respecter sa signature. Maintenant, si les partis d'opposition n'ont pas adhéré, si la CEI reste dans cette statut jusqu'aux élections de 2020, le COJEP va faire quoi? D'abord, il faut dire que pour le COJEP, ce qui est le plus important, c'est la réconciliation. Pour le COJEP, ce qui est le plus important... Et si les conditions de la réconciliation ne sont pas réunies? Voilà. Donc, nous sommes en train de travailler aux conditions de la réconciliation. C'est pour cette raison que notre leader a reçu dans sa main tendue à tous les acteurs de la politique ivoirienne et les acteurs majeurs de la crise ivoirienne. Lorsqu'il a tendu sa main, quand M. Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale, a décidé de saisir cette main, il y a eu une rencontre pour discuter de comment on fait la réconciliation. Parce que c'est important. Nos plaies sont encore fraîches, les douleurs sont encore là. Si on rentre dans les élections, dans de telles circonstances, on risque de revivre les mêmes situations. L'État essaie de rassurer pour dire non, il n'y a rien. Mais nous sommes dans la population. Et nous voyons qu'il y a un danger à l'horizon. Donc il faut s'asseoir pour discuter, pour parler, pour préparer 2020, pour éviter une autre crise à la Côte d'Ivoire. Merci à vous, Touré Dubois, président de la jeunesse du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Merci d'avoir accepté de vous prêter à nos questions. C'était Labre à Palabre, votre émission Débat des jeunes, avec à la technique et à la réalisation Herman Kwasi et Jean de Dieu Abou. Merci de nous avoir suivis. Mes confrères Abraham Diantea et Jennifer Oulier et moi-même vous donnons rendez-vous très bientôt avec le leader de la jeunesse de notre parti politique. Labre à Palabre. Labre à Palabre. Jeunes de Côte d'Ivoire, votre émission de débat constructif parce qu'il vaut mieux débattre que de se battre. Labre à Palabre, une production du Studio Mosaïque réalisée avec l'appui de Deutsche Welle Academy, financée par la coopération allemande.